Bonsoir à tous, nous sommes le 5 mars 2020. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal, les faits saillants de l'actualité. Une cérémonie de lancement de l'évaluation des dommages post-désastre ont eu lieu ce matin au Palais du Peuple. Dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, Ebola n'est plus qu'un mauvais souvenir. Le MES reste néanmoins prudent. Bonsoir à tous. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Humed, et conformément aux articles 12, 22, 52 et 53 du règlement intérieur de l'institution parlementaire, la conférence des présidents s'est réunie ce matin en vue de fixer l'agenda des activités de la représentation nationale et la date de la prochaine séance publique. Lors de cette séance, le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Sur fond de délibération, un projet de loi numéro 80 portant création de l'École nationale d'études judiciaires a été transmis par étude à la Commission permanente de la législation de l'administration générale et des droits humains. Quant à la première séance publique de la session ordinaire de l'année 2020, elle aura lieu lundi 9 mars avec pour ordre du jour l'examen en seconde lecture de la loi numéro 75 portant création de fonds souverains de Djibouti. C'était dans les titres. Une cérémonie de lancement de l'évaluation des dommages, pertes et besoins post-inondation a été organisée donc ce matin par le secrétaire exécutif des gestions des risques et des catastrophes en étroite collaboration avec le PNUD et la Banque mondiale. Eh bien, cette cérémonie s'est déroulée sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed en présence des membres du gouvernement, des représentants d'organisations internationales, du corps diplomatique accrédité à Djibouti. En effet, 3 semaines après la crise, le ministère de l'Intérieur a sollicité l'expertise de la Banque mondiale, des Nations unies en vue de pouvoir apprécier l'ampleur des dommages, des pertes, des besoins et d'établir un plan de règlement de la réhabilitation. Eh bien, le secrétaire exécutif de la gestion des risques et des catastrophes a prononcé un discours dans lequel il a rappelé les dernières inondations qu'a vécu notre pays en novembre, intervention que je vous propose de suivre. Des dégâts considérables sur les habitations, sur les infrastructures routières, mais aussi sur le réseau d'assainissement, sur les établissements scolaires, les centres de santé, mais aussi sur l'agriculture et l'élevage des populations rurales. 3 semaines après la crise, le ministre de l'Intérieur a sollicité l'expertise de la Banque mondiale et des Nations unies en vue de pouvoir apprécier l'ampleur des dommages, des pertes et des besoins et d'établir par la suite un plan de relèvement pour la réhabilitation. Notre pays a adopté la méthodologie appelée PDNA, Post-Disaster Need Assessment. Donc, vous avez aujourd'hui, on va vous présenter le travail accompli par des cadres nationaux en partenariat avec le ministère des Finances et de l'Économie, mais aussi avec les experts de la Banque mondiale et des Nations unies. Et la coordonnatrice résidente des Nations unies, Mme Barbara Manzi, a dans son intervention réitéré son soutien au gouvernement. Écoutons-la. Au niveau des Nations unies, le travail commun qu'on a fait au mois de novembre nous a permis de mettre à disposition tous les moyens disponibles en collaboration avec les partenaires humanitaires et la Banque mondiale aussi dans la phase de relèvement. Et cette étroite collaboration nous a permis de lancer un appel soutenu par le gouvernement pour 14 millions de dollars seulement pour les inondations. La réponse n'a pas été énorme, mais quand même on a réussi à mobiliser 5 millions de dollars que pour ça. En addition, 500 000 pour la sécheresse et presque de 3,3 millions pour les criques et pèlerins, ce qui signifie presque de 9 millions de dollars que seulement de novembre à présent. Et ça, c'est grâce à la générosité de nos bailleurs de fonds qui nous aident à donner la possibilité au gouvernement vraiment de sentir l'appui des Nations unies. Et le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, a rappelé lors de son intervention les mesures ayant été prises pour venir en aide aux sinistrés dans une situation d'urgence.
Au domaine de la catastrophe, la tâche la plus urgente a consisté à évaluer rapidement les besoins humanitaires et à apporter une assistance aux personnes touchées. En termes d'évaluation, les catastrophes de cette ampleur donnent lieu à une multitude d'évaluations qui vont de l'évaluation rapide des besoins immédiats à l'évaluation plus précise des besoins de relèvement et de réduction des risques. Les Nations Unies, la Banque mondiale et l'Union européenne ont collaboré à l'élaboration d'un outil commun d'évaluation des besoins après la catastrophe qu'ils appellent PDNA. Cet outil présente une approche cohérente et coordonnée pour une évaluation objective et exhaustive menée par le gouvernement et portant sur les dommages, les pertes et les besoins de relèvement consécutifs à cette catastrophe et jette les bases d'un cadre de relèvement global. Notre pays a adopté cette méthodologie, Post-Disaster Need Assessment, pour procéder à l'évaluation multisectorielle des conséquences de cette inondation. Et nous sommes aujourd'hui réunis pour procéder au lancement officiel des résultats de cette évaluation réalisée du 14 décembre au 9 janvier par des cadres nationaux avec le soutien technique des experts des Nations Unies et de la Banque mondiale sous le leadership du secrétariat exécutif de gestion des risques et des catastrophes. En plus de l'évaluation des dommages et des pertes qui constituent la partie centrale de ce type d'évaluation, elle est suivie d'un plan d'action de relèvement à court terme, à moyen terme et à long terme. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a rappelé dans son discours que le travail qui a été fait est important et néanmoins demandé le renforcement des capacités de gestion de risques. Écoutons un premier extrait de son intervention. Les effets du changement climatique se font déjà sentir dans notre pays. Des grosses inondations ont eu lieu il y a quelques mois et nous constatons ces derniers jours une couleur du ciel assez inhabituelle. Le danger n'est pas encore écarté. Nous devons donc en tirer des leçons et ne pas nous laisser aller une fois la catastrophe passée. Cette évaluation multisectorielle des mesures à prendre engagées par le gouvernement avec l'assistance des organisations nationales et internationales afin de produire un plan de relèvement à court, moyen et long terme. Les très graves conséquences subies par la population, notamment les plus défavorisées, ne doivent plus se renouveler. Il est donc primordial que toutes les lacunes que nous avons constatées puissent être rapidement corrigées, notamment quand il y a eu le cyclone Sagar. Nous avons entrepris des travaux, nous avons fait beaucoup de pompage d'eau. La gestion des risques et des catastrophes doit être efficacement renforcée. Le ministère de l'Intérieur, avec le secrétariat exécutif qui est chargé de cette gestion, doit jouer un rôle central. Mais il est aussi nécessaire que tous les départements ministériels immédiatement, directement concernés, comme le transport, le logement, l'environnement, l'assainissement, l'eau potable, l'assistance sociale, la santé, l'éducation nationale, ainsi que le budget et le ministère de l'économie, soient impliqués dans cette coordination si nous voulons rendre efficace cette structure dans un cadre de résilience. Mesdames et messieurs, le travail qui a été fait est très important pour le gouvernement. Il est important d'introduire aussi la notion de très court terme dans ce plan, la notion d'urgence. D'autant plus que les pluies du mois d'avril prochain sont très proches. Et nous pensons que ces pluies arriveront étant donné que ce sont des pluies côtières. Aussi, en adressant mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à la rédaction de ce document, et notamment aux représentants des organismes de coopération, je leur demande que des actions immédiates d'amélioration puissent être entreprises. Toujours dans son intervention, le Premier ministre a expliqué que le gouvernement doit tirer les leçons après cette catastrophe. Écoutons le Premier ministre. Il me semble primordial de renforcer efficacement le secrétariat exécutif de gestion des catastrophes
Ceci doit être fait en fournissant immédiatement tous les matériels d'urgence nécessaires pour faire face à une réponse efficace en cas de nouvelles catastrophes naturelles. Ce matériel devrait être stocké par le secrétariat exécutif dans un hangar qui doit être construit très rapidement. C'est ainsi qu'en cas de futures inondations, il sera possible de disposer de ce qui a été stocké à cet effet. La mise à disposition de ces dons dans les autres départements techniques concernés risque une nouvelle fois à ne pas pouvoir, le cas échéant, être trouvé rapidement. C'est le cas après ce gare. C'est donc en renforçant immédiatement de la manière que j'ai indiqué le secrétariat exécutif qu'il sera possible de répondre efficacement dans la durée à la lutte contre les prochaines catastrophes naturelles. Je souhaite également que des financements d'urgence puissent être obtenus pour répondre à très court terme à l'amélioration du réseau de drainage afin d'éviter que des conséquences désastreuses se renouvellent. Parallèlement, bien évidemment, nos services de voirie, les populations concernées participent régulièrement à l'évacuation des déchets solides et du nettoyage des réseaux d'assainissement. Pour ce qui concerne le moyen et long terme, je suis certain que tous ensemble nous réussirons à mettre en œuvre ce plan. Nous disposons des cadres compétents pour préparer les dossiers à moyen et long terme qui doivent être soumis en vue de trouver un financement. Autre actualité de ce 22h, des jeunes médecins des forces armées djiboutiennes de retour au pays se sont vus attribuer ce matin lors d'une cérémonie à l'hôpital militaire promu au grade supérieur de spécialité. Eh bien, ces spécialités englobent la chirurgie viscérale, l'ophtalmologie, l'oréal, l'anesthésie, réanimation. Ces jeunes médecins spécialistes ont effectué leur formation dans des pays tels que la France, le Mali, le Maroc, partenaires privilégiés dans la formation du domaine de la santé publique. Cette cérémonie de promotion a été présidée par le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cher Ibrahim, accueilli à son arrivée par le médecin-colonel-major Ahmed Hassan, directeur de service de santé des armées. Le SEMGA a d'abord salué la délégation militaire, ensuite le général Zakaria Cher Ibrahim, après les avoir félicités pour leurs excellents résultats obtenus, a procédé à leur avancement. Eh bien, des 6 médecins spécialistes promus au grade de capitaine. L'opération d'enregistrement de cartes biométriques pour les personnes handicapées s'est clôturée ce matin au 5e arrondissement. Le lancement de cette cérémonie a été présidé par le directeur général des agences des personnes handicapées, M. Douali Saïd. En effet, le programme d'enregistrement biométrique se poursuivra dans toutes les régions de l'intérieur. Cette opération, rappelons-le, a débuté le 12 février dernier au 1er arrondissement. Ce premier vaste programme a été pour nous un challenge, un défi à relever en utilisant des moyens technologiques les plus modernes. Et grâce à une collaboration et à une coopération étroite entre nos deux institutions, nous avons pu, avec aussi l'assistance des autres institutions parties prenantes de ce vaste programme, à réaliser avec succès
la création de ce registre national qui recense l'ensemble des personnes handicapées vivant à Djibouti. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le directeur général de l'Agence des personnes handicapées a rappelé que ce programme de mettre en place l'enregistrement biométrique pour les personnes handicapées est un devoir civique. Il a également saisi l'occasion pour remercier l'ENSI ainsi que le ministère de la Santé. Il a également mis l'accent sur les faits qu'il y aura donc des enregistrements à domicile pour des personnes handicapées qui ne peuvent pas se déplacer. Il a enfin rappelé que ce programme se poursuivra dans toutes les régions de l'intérieur. Et la région de l'Unité a organisé une campagne de vaccination contre la rougeole. Cette vaste campagne de vaccination contre la rougeole vise les enfants de 6 mois à 15 ans. La cérémonie du lancement de cette campagne de vaccination contre la rougeole a vu la participation des autorités administratives de la région, dont le préfet de Dikil, M. Aden Darar Moussa, le président du conseil régional Abdelrahman Younissaré, le conseiller du ministre de la Santé Hassan Moussa, ainsi que le médecin-chef du CMH de Dikil, M. Ahmed Ali. En rappelant que les chiffres ciblés pour cette campagne dans la région de Dikil est de 39 625 enfants âgés de 6 à 15 ans, donc qu'ils soient scolarisés ou pas, qu'elle se déroulera certainement, bien sûr, comme nous le souhaitons et comme décidé, également dans les écoles et dans les établissements scolaires, dans les régions de l'intérieur, dans toute sa superficie. Donc c'est quelque chose de très essentiel, c'est quelque chose qui va de la santé de l'enfant, de la vulnérabilité également de la population. Donc nous souhaitons et nous encourageons le ministère de la Santé ainsi que les partenaires également d'augmenter, de vulgariser encore un peu plus ce genre d'opération. Donc j'espère que nous atteindrons ce nombre-là, le nombre de 39 000. Et nous souhaitons prompt succès aux opérations et aux activités que vont mener les infirmiers, les personnels de la santé de la région de Dikil. Dans l'actualité également, l'ambassade de l'Inde a organisé la première célébration de la journée high-tech à l'hôtel Les Acacias. Près de 60 anciens élèves de l'high-tech de divers domaines ont participé au programme ainsi que des cadres du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Enseignement supérieur. Depuis son lancement en 1964, High-Tech est le programme phare du gouvernement de l'Inde pour partager sa propre expérience de développement avec les autres pays en développement. Dans le cadre du programme High-Tech, les agents de 161 pays d'Asie, d'Afrique, d'Europe de l'Est et d'Amérique latine, des Caraïbes ainsi que des pays du Pacifique et des petites îles sont invités à bénéficier de l'expérience de l'Inde en matière de développement. Rappelons que chaque année, l'Inde offre plus de 12 000 bourses, environ 300 en cours pour des formations à court terme, moyen et long terme disposées dans 47 établissements d'apprentissage d'excellence. Et donc cette kermesse, le ministère de l'enseignement, à l'instar des établissements scolaires de la capitale, les commissions chargées des missions d'évaluation des chefs d'établissements scolaires ont sillonné du 1er au 5 mars les régions de l'intérieur dans le but de mener des appréciations contractes dans l'action mise en œuvre par des premiers responsables scolaires et pédagogiques. Bien, donc cette kermesse dans l'école de Balbalasset s'est déroulée dans une ambiance bon enfant où, comme vous pouvez le constater dans ces images, certains ont apprécié d'être là. De samedi 29 à l'école de Balbalasset. Donc l'école de Balbalasset organise une grande kermesse, qu'on dit kermesse vraiment d'un norme assez géant. C'est la première dans les écoles primaires déjà de Djibouti-Ville et même dans le secteur de Balbala.
Alors, nous sommes face à un défi, nous voilà, on trouve que tout le monde est épanoui aujourd'hui en cette grande journée. Et on remercie quand même et on félicite déjà l'initiative de la directrice de l'école, Madame Fatma Mohamed Mihir, et toute son équipe pédagogique. Et remercions aussi sur le passage tous les sponsors, le Menfop, le CRIPEN et tous les bailleurs de fonds qui ont aidé un peu l'établissement scolaire. On dit bravo à cette belle journée. Et cette conférence de presse, le sélectionneur de l'équipe nationale de foot, Julien Met, a donné une conférence de presse durant laquelle il a présenté la liste des joueurs qui vont affronter l'équipe nationale de l'île Maurice en match amical le 26 et 29 mars prochain. Julien Met a indiqué que les nouveaux joueurs ont rejoint l'équipe pour renforcer la sélection nationale. Il a par ailleurs affirmé que la nouvelle liste est composée de 18 joueurs qui sont plus performants. On repart aux 2 matchs amicaux face à l'île et Maurice qui auront lieu le 26 et le 29 mars, donc à la fin de ce mois. Et nous allons partir, il me semble, le 22 ou le 23 mars. Donc ils sont 18, il y a des nouveaux. Et on va commencer tout de suite avec les gardiens de but. Donc Innocent Boni-Ankouye, Nasraddine Abdi Aptidon, là-dessus il n'y a pas de surprise. Les arrières, Mohamed Bourhan, Yabé Siadisman, Abdoukader Djama, Youssouf Batio, qui revient après une longue période de blessure, donc qui n'était plus apparu dans le groupe depuis septembre, Ali Youssouf Farada, Faisal Mahamoud pour les milieux de terrain, Saleh Bourhan, Mogué Idriss, qui fait un très bon début de saison avec 10 kills, Warsama Hassan, donc du RFC Serein Belgique, Haroun Kadami de la région parisienne, qui était apparu lors du tournoi Sekafa et que j'avais découvert lors de la journée de détection du mois d'août 2019 que j'avais organisée à Paris. Ça avait été le meilleur joueur. C'est un joueur de 21 ans qui est milieu récupérateur, on va dire. Voilà. Qui fait 1m90 et qui a un profil qu'on n'a pas trop ici sur le championnat djiboutien, récupérateur assez agressif. Enfin, Aboubaker Omar Elmi. Pour les avants, Hassan Moussaïrir, Mohamed Fouad Mohamed, Ahmed Youssouf Omar, Madi Mahabé, tout ça ce sont des habitués, et enfin Yabé Idriss Moussa, qui fait sa première apparition avec moi. Ça récompense son bon début de saison, puisqu'il est capitaine et il est le leader de l'attaque de la gendarmerie qui a fait une première partie de saison étonnante en ce qui concerne les résultats. Voilà pour les 18 joueurs de ces 2 matchs amicaux. Page nécrologique de cette édition, nous avons appris avec tristesse la disparition de feu Madame Ferdoussa Moussa Jama à Hargeisa hier après-midi. La défunte est née en 1960 à Djibouti. Elle a travaillé pour différentes sociétés à Djibouti avant de tomber malade. Elle laisse derrière elle donc 2 enfants et 4 petits-enfants. La défunte était la sœur de notre ancien collègue de la RTD, actuellement journaliste de la VOA, Ramadan Moussa. En apprenant donc cette triste nouvelle, le ministre de la Communication chargé des postes des télécommunications, Radouane Abdillahi Badon, adresse ses sincères condoléances à la famille de la défunte. La direction et l'ensemble de la radio-télévision de Djibouti se joint également à ce message de condoléances du ministre pour adresser leurs sincères condoléances à la famille de la défunte. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. C'était dans les titres un tournant en République démocratique du Congo. Il n'y aurait plus aucun cas de malade d'Ebola dans le pays. L'organisation de la santé donc reste prudente mais optimiste. Un dernier patient atteint de la fièvre hémorragique est sorti du centre de traitement à Beni. Explication. Dans la région, on reste vigilant aussi, car l'optimisme des autorités a été remis en cause plusieurs fois. En février 2019, c'est après 23 jours sans cas enregistrés qu'un nouveau malade avait été signalé. Mais à l'époque, le virus frappait dans d'autres régions du pays, contrairement à aujourd'hui.
Depuis le début de l'épidémie en août 2018, 3440 cas d'Ebola ont été détectés en RDC et 2264 personnes sont mortes de la maladie. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Excellent début de week-end à toutes et à tous.